C'est vrai qu'il y a pas mal de e-com qui osent pas toujours se lancer sur le modèle boutique, sur ce canal. Nous, ça se passe bien, on est très contents. C'est complémentaire avec le digital. En fait, les boutiques, c'est un super canal d'acquisition. C'est un très bon vecteur de notoriété. En gros, quand tu ouvres des boutiques, ça fait connaître la marque aussi localement, qui in fine, ça va venir renforcer aussi le business online. On se rendait compte avec PrestaShop que déjà, il y avait des solutions qu'on ne pouvait soit pas utiliser, soit mal utilisé. Alors qu'avec Shopify, on savait qu'il n'y avait pas de soucis. Ah oui, alors hyper important, hein, la data. Il fallait pas perdre de la data, fallait qu'on soit nickel sur la migration des données. Il fallait que je m'y retrouve une fois que la refonte aurait été faite. Ça n'a jamais été aussi bon, alors on l'était déjà, mais cette année, 2024, on est excellent sur l'acquisition de nouveaux clients. Avec, en ayant des stratégies bien identifiées, bien ciblées, de clients existants versus nouveaux clients. Et ça, tu es là, dans Google, tu as 100 ventes. Ah ouais. Dans Facebook, tu as 100 ventes. Sur le site, tu as 150 ventes. Et tu te dis, il y en a un qui m'a truandé dans l'histoire. Je sais pas lequel, tu vois. Ça, c'est compliqué, très honnêtement. Salut et bienvenue dans ce podcast où j'ai la chance d'accueillir Christophe, qui est le directeur e-commerce de Ast. Donc, Ast est une marque de vêtements. Il va nous en parler un peu plus en détail, même une marque de chemise à la base, mais qui s'est beaucoup développée. Dans cet épisode, on va parler de plein de sujets super intéressants. Comment ils ont fait leur refonte de PrestaShop vers Shopify et les erreurs à éviter. On va parler aussi de BI, de la data, comment ils l'utilisent pour bien scinder l'acquisition de nouveaux clients et la rétention. Tu vas voir qu'il y a pas mal de sujets à prendre en compte. Donc, dans cet épisode, on va essayer de vraiment rentrer en profondeur. Tu vas nous donner un peu aussi toutes tes expériences et tous les détails de ton métier. En tout cas, si vous êtes sur les plateformes comme Apple Podcast, Spotify, pensez à laisser 5 étoiles, c'est hyper important pour promouvoir le podcast. Et puis je pense que ça motive aussi des invités comme Christophe à venir, c'est hyper important. Voilà, et aussi sur Spotify, vous verrez, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de me poser des questions directement sous l'épisode, donc vous pouvez aller voir. N'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre avec grand plaisir, évidemment. Et on vous laisse avec cet épisode. Passez une très bonne écoute. Christophe, bienvenue sur le podcast e-commerçons. Merci. Je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui. On va pouvoir parler de ton job de responsable e-commerce chez Ast. On va pouvoir parler un peu de Ast et de plein d'autres sujets qui sont dans ton quotidien, notamment tout ce qui est analyse data. Je sais que tu es un peu un fervent de ce sujet. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un point sur ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter ? Ok, bah alors moi c'est Christophe. Et en fait, avant d'arriver dans l'e-commerce, j'ai bossé 9 ans dans les études marketing. Donc un autre domaine du marketing. C'était un job intellectuellement très stimulant. Je bossais en fait dans ce qu'on appelle un institut d'études. Donc, Genre Ipsos ou des instituts un peu comme ça qui font genre comment dire, les trucs pour la politique, ce genre de choses ou, oui, alors en fait c'est ça, ils sont plutôt connus pour les sondages politiques, mais finalement le gros de leur chiffre d'affaires c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle des études marketing. Et oui, c'est pas Ipsos, c'était un concurrent voilà, bon, qui s'appelait TNS Sofres à l'époque, enfin maintenant ça s'appelle Kantar. Voilà, bon, j'ai travaillé pas mal d'années donc dans ce domaine, et en fait je travaillais en fait mais pour des gros clients. Donc, bon, dans différents secteurs euh, et sur des problématiques très marque, communication, efficacité publicitaire. Et c'est une vraie passion que ce soit en fait toutes ces thématiques-là. Et bien sûr, tout ce qui était analyse de données, puisque j'ai développé durant toutes ces années une vraie expertise là-dessus, qui, et on va en parler après, me sert encore aujourd'hui. Ok, donc une grosse XP d'abord dans des boîtes type panéliste et après du coup qu'est-ce qui s'est passé? T'es resté 9 ans chez eux. Comment t'es arrivé déjà dans cet environnement-là? T'as fait des études dans le domaine genre data scientist, analytique, mathématiques ou pas du tout? En fait, j'ai fait une prépa et ensuite une école de commerce. Enfin, j'allais dire, je sais pas si c'est un parcours classique, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai fait mon année de césure à la SNCF. Et en fait, à l'époque, on avait fait appel justement pour une étude à TNS Sofres et j'avais adoré ça. Et quand il a fallu faire mon stage de fin d'études, j'ai postulé chez eux, j'ai été pris. Et puis ensuite, j'ai continué pendant des années. Ça roule quoi. Voilà. Ok, et donc à la fin de cette expérience, tu quittes du coup cet institut de sondage pour partir dans quelque chose de différent. Tu rejoins directement Ast ou t'as un autre moment de vie entre-temps? Enfin, alors déjà, j'ai fait deux instituts différents. Et en fait, en 2000
2016, même en 2015 déjà, l'idée a commencé à germer qu'il fallait que je prenne le train du digital. Alors, parce que je pense qu'aussi c'était très à la mode à cette époque-là, et puis aussi parce que un jour je me suis retrouvé en fait à devoir présenter à un client les grandes tendances, si tu veux, de la publicité digitale. Et je me suis rendu compte que en fait, je devais donner des conseils sur un sujet que je maîtrisais peu, voire très peu. Je me suis dit quand même c'est bête. Et c'est là que en fait, l'idée a un peu germé de me dire mais attends, est-ce que je suis pas en train de louper quelque chose? Et donc en 2016, à l'époque, je me suis dit qu'en fait il était temps pour diverses raisons, hein, de quitter ce domaine, de changer, de faire le switch et d'aller en fait vers le digital. En fait, j'ai fait une formation. Voilà, j'ai repris entre guillemets, je suis retourné un peu entre guillemets à l'école. Et ensuite, comme quand il a fallu trouver ce stage, c'est une sorte de master spé, de stage en fait pour valider ce master spé. En fait, j'ai frappé à la porte de Ast parce qu'en fait, j'étais client de Ast, j'adorais la marque et je me suis dit mais pourquoi pas en fait ne pas travailler pour une marque dont entre guillemets je suis fan. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé chez Ast. En vrai, c'est un beau truc, hein, parce que il y a pas mal de gens qui sont fans d'entreprises, de marques, ou même de secteurs d'activité, et qui se donnent pas toujours la possibilité d'aller postuler, ou c'est pas toujours facile d'y aller non plus, tu vois. Mais d'ailleurs, je trouve que la transition est toute trouvée. C'est quoi Ast? Peut-être si tu veux nous expliquer un petit peu pour nos auditeurs, auditrices qui connaîtraient pas, qu'on comprenne un peu le marché, la taille que vous faites, qui vous êtes, tu vois. En fait, Ast, c'est une marque qui a été créée en 2012, donc par trois associés, donc Thomas, Samy et Emmanuel. En fait, ils sont partis d'un constat, c'est qu'à l'époque, il était compliqué de trouver une chemise de qualité qui soit un bon rapport qualité-prix en fait. Donc Ast s'est lancé en 2012 à l'époque c'était que des chemises formelles, uniquement sur le web. Et puis ensuite, au fil des années, évidemment, la marque elle s'est développée. Après, ils ont fait des chemises plus casual. Et puis ensuite, ils ont commencé à vendre en fait de tout, c'est-à-dire tout le vestiaire masculin. Et puis aussi, des boutiques se sont ouvertes. Ok. Du coup, aujourd'hui, pour avoir un peu un panorama, vous êtes combien chez Ast? Et tu disais des boutiques. Oui, alors si je compte les boutiques, on est à peu près une quarantaine. Et on a 4 boutiques, donc 3 à Paris et une à Lyon. Mais c'est pas fini. On va en ouvrir d'autres. Ok, ouais, vous êtes content globalement de la performance des boutiques, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de e-com qui osent pas toujours se lancer sur le modèle boutique, sur ce canal, ce qui fait un peu peur. On a l'impression, tu sais, qu'on sort du digital. Nous, ça se passe bien. On est très contents. En fait, c'est complémentaire avec le digital. Vraiment. Et en fait, ça permet, on essaie d'avoir une expérience online, offline qui soit voilà, un peu 360 et d'offrir la même expérience de marque. Et c'est vrai que ça permet par exemple à des clients qui ne connaissent pas la marque et qui hésitent par exemple à acheter peut-être en ligne pour la première fois, d'aller découvrir la marque en boutique et d'être sûr de leur taille, pourquoi pas. En fait, vraiment, les boutiques ne font pas concurrence, mais au web. Mais c'est vraiment, c'est un complément. Et en fait, le web et les boutiques interagissent harmonieusement. Salut à tous, ici Pierre Baptiste. Je me permets d'interrompre cet épisode pour vous parler de Seos, l'agence Google Ads qui rend ce podcast possible. Chez Seos, notre mission elle est simple, aider les e-commerce à transformer Google Ads en un véritable moteur de croissance. Comment on fait ça? Eh bien tout simplement en créant des stratégies sur mesure taillées pour maximiser la performance de chaque budget, chaque euro investi et parfaitement aligné avec vos objectifs business. Donc que vous cherchiez à améliorer votre ROAS, à accélérer votre croissance, à scaler votre activité ou à attirer toujours plus de nouveaux clients, on s'occupe de tout. De la conception de la stratégie jusqu'à l'optimisation continue, le tout avec une approche ultra personnalisée et basée sur des analyses business approfondies. On a construit une équipe de dingue et on a déjà eu la chance de collaborer avec des marques incroyables comme le groupe Eram et leur marque TBS, comme Fitness Boutique, Mister Auto, Bobo Chic,
l'entrepôt du bricolage, Ekiclick, Wopilo ou même des projets comme Esprit Padel. D'ailleurs, si vous dépensez plus de 10 000 € par mois sur Google Ads, Seos vous offre un audit gratuit de votre compte spécialement pour vous, auditeurs d'e-commerçants. Donc le lien, il est en description. Ne tardez pas à réserver votre audit. On a hâte de voir ce qu'on pourrait accomplir ensemble. Allez, on retourne à l'épisode. Bonne écoute. Ok. Justement, vous avez ouvert Lyon il n'y a pas très longtemps, Début 2023. début 2023. Est-ce que tu as vu sur le e-com justement une accélération des ventes, en plus des accélérations des ventes boutiques, mais est-ce que tu as vu une accélération aussi sur la partie e-commerce suite à l'ouverture de la boutique? Oui, enfin, c'est vrai qu'en fait, ça permet de toucher en fait, les boutiques, c'est un super canal d'acquisition. Enfin, et donc, c'est un très bon vecteur de notoriété. Et donc, en gros, quand tu ouvres des boutiques, ça fait connaître la marque aussi localement. Et donc, in fine, ça va venir renforcer aussi le business online. Tu vois, les marques en fait, qui sont très, très, très connues dans le prêt-à-porter, en fait, elles ont enfin, leur notoriété, en fait, c'est construite d'abord sur euh, un gros réseau de boutiques, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un bon moyen pour développer sa notoriété, les boutiques. Et Ouais. après, en fait, si tu veux, ça va profiter après au online. Ouais, clairement. Et c'est vrai que j'avais l'occasion de discuter avec le patron de Fago sur le sujet, sur Nantes, où lui, il expliquait un peu que parfois sa stratégie de lancement de boutique, Mm. en fait, quasiment avait exactement, en fait, en gros, le prix, du loyer ou de la boutique, etc., ça Mm. représentait à peu de choses près en proportion l'acquisition que tu vas pouvoir retrouver sur ton site e-commerce, et que finalement, Mm. c'est pas forcément beaucoup plus cher d'avoir une boutique qu'un e-com quand tu prends la notion globale de tout le business en fait. Ouais, non, honnêtement, enfin, c'est ça. Moi, en gros, il faut voir effectivement le fait d'ouvrir une boutique. C'est clair, enfin, c'est un investissement qui va en fait, ce que j'appelle du ruissellement. D'ailleurs, un ruissellement également sur tout ce qui est online. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Mais attention, il faut bien, enfin, avant d'ouvrir une boutique, quand même effectivement bien analyser justement ta clientèle, bien choisir ton emplacement, ça c'est clé, l'emplacement, choisir un bon emplacement. Donc effectivement ça se fait pas comme ça, mais nous pour l'instant on est très content de nos boutiques, et donc comme je te disais, c'est pour ça qu'on va en ouvrir d'autres. Ok, trop intéressant. Et du coup, toi, ton rôle chez Ast, aujourd'hui, tu es responsable e-commerce. Pour comprendre un peu, c'est quoi ton scope, ton équipe, ouais, ton quotidien en fait. Alors, mon scope, il est large. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est lié au site, en fait. Faire en sorte que l'expérience sur le site, elle soit optimale, maximiser, en fait, la conversion sur le site, mais aussi faire en sorte, si tu veux, que l'image de marque soit bien représentée sur le site. Parce que, alors, je ne sais pas si tu veux que je développe là-dessus, mais c'est vrai que souvent, les sites e-commerce ont, ont du mal en fait, notamment dans le prêt-à-porter, à être à la fois très bon sur l'image et très bon sur le côté e-com conversion. Et souvent, en fait, soit ils vont avoir tendance à basculer beaucoup d'un côté, soit de l'autre. Donc en fait, moi, un de mes buts, c'est justement faire en sorte que sur notre site, eh bien, on maximise la conversion, bien sûr, mais en même temps, pas au détriment de notre image de marque. Voilà, donc en tout cas, donc, le site, ça c'est une de mes responsabilités. Tout ce qui est ensuite SIA, SEO, enfin l'acquisition, les social ads, l'affiliation, le CRM, la data, enfin c'est large en fait mon scope, mais du coup mon job il est passionnant parce qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours de la nouveauté. Et puis moi, enfin, l'humain est très important pour moi, et donc en fait c'est un métier aussi où j'ai plein d'interlocuteurs, dont toi notamment, tu vois, et c'est super en fait. Ouais, c'est vrai que tu as un scope en fait en soi hyper large. Et tu parlais justement tout à l'heure là de site, de faire en sorte que entre guillemets, ça transpire ton image de marque sans dégrader la conversion. Dernièrement, vous avez fait un gros switch, parce que vous êtes passé sur Shopify. Avant, vous étiez sur PrestaShop, c'est ça? Ouais, exactement. C'est quoi est-ce que, enfin, qu'est-ce qui a motivé ce changement? Comment ça s'est passé? Curieux d'avoir un peu ton feedback, parce que du coup, tu as fait tout de A à Z sur ça. Oui, en fait, on se rendait compte avec PrestaShop que déjà, il y avait des solutions qu'on ne pouvait soit pas utiliser, soit mal utiliser.
Donc, parce qu'elle n'était pas compatible avec PrestaShop, alors qu'avec Shopify, on savait qu'il n'y avait pas de soucis. C'est Voilà. quoi les types de solutions dont tu parles? C'est des outils C'est des outils, oui, des outils CRM, par exemple. Enfin, bon, après, je veux pas force. Enfin, je sais pas si tu. Les noms, peu importe, hein. Ouais, voilà, mais C'est du classique, j'imagine, des Klaviyo, des outils exactement, comme ça. voilà, on utilise Klaviyo. Klaviyo, il n'est pas optimisé pour PrestaShop, alors qu'avec Shopify, ça marche très bien. Ok. Est-ce qu'il y avait un enjeu aussi pour les points de vente physiques d'avoir quelque chose d'unifié avec du Shopify POS ou pas du tout aussi? C'était pas l'un des principaux enjeux, mais effectivement, c'est un plus. Enfin, mais enfin, en tout cas, c'était pas dans les tops. Enfin, c'est pas les causes premières qui ont motivé en fait le passage à Shopify. D'abord, c'est vraiment le fait de se dire, bah ok, PrestaShop, c'est quand même un outil vieillissant. C'est un outil en fait qui nous limite dans l'utilisation d'outils, ce qui nous limite en termes de design, qui nous limite en termes de conversion. Donc c'est quand même tous ces éléments-là qui ont fait qu'on s'est dit, ok, il faut aussi qu'on passe sur Shopify. Et puis, il y a quand même, enfin, mais ça, je pense que c'est un peu quelque chose qui est courant, un comportement un peu, pas moutonnier, mais tu vois, on se dit, bon, la plupart des marques peu comme nous, c'est-à-dire soit de notre secteur, soit un peu de notre taille, progression, soit sont déjà sur Shopify, soit s'y mettent. Bon, tu te dis à un moment, bon, c'est qu'il y a quelque chose et donc nous aussi, on peut pas comme ça. Je parlais tout à l'heure j'ai peur de louper le train. Bon, bah, c'est exactement ça en fait. Donc voilà. Ok. Et c'est pour expliquer un peu le process, ça a été quoi le process de refonte? Parce qu'on sait que faire des refontes, c'est loin d'être anodin pour des sites. Mm. Passer d'un PrestaShop à un Shopify, il y a tout un tas d'enjeux. Mm. Alors évidemment, de ta data business, Mm. on parle aussi d'un point de vue acquisition. J'ai vu tellement de boîtes, même parfois sur des PrestaShop 1.7 à 1.8, perdre 50% de leur SEO. C'était quoi un peu votre process justement de refonte, les étapes par lesquelles vous êtes passé? D'abord, il y a eu l'étape en fait de sélection de l'agence, en fait, savoir finalement donc est-ce que on allait rester à l'époque avec notre agence Axome, avec qui on travaille depuis de nombreuses années, 2016, si je me rappelle bien. Et en fait, d'abord, il y a l'étape de sélection il y a l'étape de sélection d'agence dont on a choisi de continuer en fait avec Axome, donc qui a géré cette refonte. Ils avaient déjà géré la précédente refonte qui datait de 2019. Et puis ensuite, une fois qu'on a choisi l'agence, Mais justement, en parlant agence, si on s'arrête 2 secondes sur ça, ouais. avec le recul que tu as maintenant et les différentes refontes que tu as fait, c'est quoi les quelques critères que tu dois absolument rechercher dans l'agence avec qui tu bosses? Parce que on sait que tu vois, il y a plein de manières de travailler différentes. Toi, tu valorises quoi le plus aujourd'hui justement pour que tes refontes elles se passent bien? Euh, et alors, il y a un critère qui est très important pour moi, c'est déjà en fait, le feeling. Non, c'est pas le feeling, c'est pas est-ce que tu as envie de travailler avec la personne en face de toi. C'est hyper important pour moi. En mode relationnel, quoi. Mais oui, mais en fait, sur des sujets aussi importants, sur des sujets avec un enjeu aussi fort, déjà pour moi, l'humain, est-ce que la personne t'inspire confiance? Est-ce que tu te dis, tiens, cette personne, j'ai envie de travailler avec elle, je me vois travailler avec elle. Donc ça, évidemment, c'est hyper important. Et puis ensuite, il y a tout ce que nous, en fait, aussi, on avait un gros enjeu design, donc un peu ce que l'agence avait pu faire en fait pour d'autres clients. Enfin, ça c'est hyper important en fait. Se dire bon, alors attends, qu'est-ce que j'aime en fait, c'est quoi que j'aime comme site, qu'est-ce qui m'inspire en fait, et donc voir un peu ce que l'agence était capable de faire en fait comme site, notamment Ouais, en les termes. références qu'ils avaient, Ouais, c'est les hyper marques important. avec qui ils avaient bossé, Bah oui, etc. ouais, Ok. exactement. C'est ça qui est hyper important. Bon, après, évidemment, le budget, bien évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, hein, on va pas se mentir. Mais le budget est très important. Mais voilà, un peu c'est le budget, donc les références, ce qu'ils ont pu faire par ailleurs, et puis les personnes. Voilà, comme je disais, les personnes que tu as en face
de toi. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement important. Ok. Et justement, une fois que tu as sélectionné l'agence ou même dans la manière dans la sélection, imagine tu leur fais un espèce de brief ou de cahier des charges de ce Ah que bah tu bien sûr, veux. oui, oui. Non, mais ça, C'est c'est quoi sûr. pour toi justement dans ce cahier des charges les éléments qui étaient indispensables à ce que ta refonte elle est Ouais, beaucoup d'éléments. En fait, il y avait beaucoup d'éléments techniques. Il fallait qu'en fait, tu vois, que ce soit au niveau, de compatibilité, avec tout ce qui était logistique, avec tout ce qui était, on a parlé, la mise en place de POS pour les boutiques. Fallait pas. Ah oui, alors hyper important, hein, la data. Fallait pas qu'on perde de la data. Fallait qu'on soit nickel sur justement la migration des données. Fallait que je m'y retrouve une fois que la refonte aurait été faite. Extrêmement important. Il fallait surtout aussi que, bien sûr, il y a un cahier des charges en termes de design qui était hyper important. Ça, je veux dire, chez nous en interne, tout le monde est concerné par ça et tout le monde a son mot à dire et tout le monde est extrêmement exigeant Ok. à ce sujet. Voilà, ça aussi, voilà, il y a plein de choses. Après, je vais pas détailler parce que ça pourrait vraiment, ça se prendrait beaucoup de temps, mais tu vois, il y avait pas mal de choses dans le cahier des charges pour sélectionner l'agence. Ok. Et en fait, du coup, tu lances le projet avec eux et Ouais. c'est quoi la première étape? Tu me fais maquettage. Oui, exactement. Ouais. Les maquettes, ça a été un projet, une étape, pardon, extrêmement importante. Pas mal d'allers-retours. En fait, il faut bien prendre le temps. Voilà, ça c'est vraiment pour être, comment dire, pour être sûr que, au final, tu as un site qui correspond bien à la fin à ce que tu attendais en termes de, tu vois, d'ergonomie, en termes de design, d'expérience utilisateur, tout ça. Hyper important. Et donc oui, c'est ça, cette étape, elle a été très importante pour nous. Première étape, effectivement. Et tu prends combien de temps sur les maquettes à peu près? T'as une idée? On a commencé, je pense, fin juillet 2023, mais après, il y a eu les vacances en août, et ça a duré, je pense, jusqu'à mi-octobre 2023. En vrai, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut prendre vraiment son temps parce que, je vois, nous, on a refait la refonte. On est en train de faire la refonte de notre site Ouais. aussi. L'étape maquette, en fait, elle est fondamentale pour que tout le monde se projette sur ce que ça va donner. Mais moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est de dire, en fait, à un moment donné, il faut qu'on arrête des décisions et tu peux pas changer tout le temps. Mais tu sais, moi, je pense un peu comme toi, on a toujours des nouvelles idées un peu qui arrivent et tu te dis, tiens, allez, je vais vous faire rajouter un bouton là, mais il y a tel truc, j'aimerais bien, mais en fait, dans cette couleur, c'est mieux, etc. Et c'est bien aussi un moment de dire, ok, les gars, on s'arrête, on fait une V1, on va développer ça, on verra comment ça marche et on itérera du coup sur ce qui suit derrière, quoi. Oui, et puis après, tu as toujours le temps, après, dans le process de la refonte, de toucher à quelques éléments. Oui, effectivement. Mais donc oui, nous, on a pris le temps sur les maquettes pour être sûr d'avoir vraiment ce que l'on voulait et que tout le monde, en fait, chez nous, en interne, on soit bien aligné. Ok. Et du coup, le process, donc une fois que tes maquettes elles sont finies, ça part en dev. En tout cas, nous, de notre côté, c'est ça. Le site est développé. Le process complet de changement de site, ça a pris combien de temps? On a commencé vraiment à se poser la question, les agences, tout ça, en janvier-février 2023. Et le site a été mis live le 29 février 2024. Ok, donc 6 mois de travail quand même, un peu plus. Ah bah non, plus, Ouais. janvier-février 2023. Ah oui, non, un an en fait. Un an, Ouais, bien sûr. Je suis complètement à côté de la plaque. Alors ça, voilà, en tout. Et après, tu vois, avec Axome, on a commencé vraiment à rentrer dans le vif du sujet, lancer, si tu veux, le projet début juillet 2023. Et donc 8 mois, je dirais vraiment. 8 mois, vraiment. Ouais. Ouais, ok. Et maintenant que tu vois, toute cette partie, elle est passée, grosso modo, là, au moment où on enregistre, on est en septembre 2024. Ouais. Donc, tu as quasi 6 mois et X, un peu plus, tu vois, d'expérience sur ça. C'est quoi un peu pour toi déjà, si on parle juste de la refonte, vraiment les points d'intention quand tu fais ta refonte pour être sûr de ne pas passer à côté, voilà, tu vois, genre, je sais pas, le testing, des trucs comme ça. Les points d'attention, bah écoute,
enfin, les données, en fait, tu penses toujours que tout va être nickel, et en fait, finalement, enfin, le passage de PrestaShop à Shopify fait que finalement, il y a quelques trucs où tu t'y retrouves pas forcément dans ton historique, tu perds quelques éléments, et ça, en fait, non, tu l'avais pas anticipé, donc finalement, ouais, ça, sur les données, je vais faire bien gaffe, vraiment. Enfin, tu vois, sur la migration des données, peut-être bien challenger son agence, vraiment, pour être bien sûr que, en fait, euh, à la fin, t'auras pas de petites surprises. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça. Et après, que dire sur une refonte? Enfin, c'est un gros process. Moi, j'ai l'impression que c'était il y a déjà longtemps, en fait. C'était enfin, même si c'était finalement il y a 6 mois. Mais moi, je parle des données parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Après, en fait, vraiment, si tu veux, évidemment, la communication est clé avec l'agence. Et je dirais que ce qui est important aussi, c'est, tu vois, en interne, euh, tu sais que, évidemment, il y a de nombreuses personnes, de nombreuses équipes qui sont impliquées sur le process. Mais malgré tout ça, si tu veux que ta refonte enfin, le process de refonte soit fluide, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui centralise, en fait, chez le client, ou une ou deux personnes, pour que, en fait, du côté de l'agence, ils n'aient pas 10 000 points de contact, en fait. Ouais, Et un ça, chef de projet un peu. mais Genre. ouais, exactement. Et ça, en fait, ça va vraiment faciliter, fluidifier, en fait, la refonte. Alors nous ça s'est bien passé, hein. Je veux dire, je dis pas ça parce que nous on l'a pas fait ou mal fait, mais je me dis, ça c'est aussi un point clé dans les conseils, en tout cas, que je peux donner pour une refonte réussie, quoi, tu vois. Et maintenant, avec le recul, c'était un bon choix de passer sur Shopify après PrestaShop? Ah oui. Oui, 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 vraiment, c'était un très bon choix. C'était un très bon choix. Déjà, sur l'acquisition de nouveaux clients, je pense, Shopify, en fait, je me dis, c'est un peu bête, mais je pense que euh, les gens ont tellement l'habitude de voir des sites sur Shopify, parce qu'il y a un style quand même, Shopify, que certains, je sais pas, ça doit les rassurer. Et que ce soit les clients étrangers, donc les nouveaux clients même français, déjà le fait d'être sur Shopify, hop, c'est un boost naturel. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu veux, même sans rien dépenser en acquisition, le fait de passer sur Shopify, eh bien, ça va normalement, enfin nous en tout cas, te faire gagner des clients à l'étranger, et même sur des nouveaux clients tout court. T'as vu une augmentation, c'est quoi les taux de conversion qui ont progressé Et les taux de conversion qui ont progressé, parce que aussi le site, on l'a bossé, quoi. Enfin voilà, quand je te disais tout à l'heure, faire en fait la balance entre avoir un site qui convertit bien, et un site en fait aussi avec une belle image de marque, c'est ça en fait. C'est qu'en fait nous on a aujourd'hui un site, notamment tout ce qui est la navigation, le fait de pouvoir filtrer. Enfin, évidemment, on l'avait sur le site précédent, mais on l'a quand même optimisé. Donc c'est plus facile aujourd'hui, notamment sur les chemises, où on a beaucoup de chemises. On a fait en sorte que eh bien, la personne qui arrive sur notre site trouve plus vite, plus facilement ce qu'il cherche. Et oui, nos taux, en fait, les taux de conversion ont augmenté quand même assez significativement d'ailleurs. Donc très très content. Tu vois, à l'étranger aussi, parce que nous enfin, alors aussi il y a les actions qu'on a menées, mais ça aide quand même aussi d'être sur Shopify. En plus, on a profité du passage à Shopify en plus pour passer de ast.fr à astparis.com. Donc le .com aussi rassure. Donc tout ça fait que bon, c'est Tous ça. ces changements, est-ce que tu as eu un impact sur le SEO quand même qui s'est senti ou pas? Alors, on avait un peu peur, justement, enfin, refonte Changement d'URL, changement de domaine. Là, Ouais. vraiment, t'as le combo gagnant du truc qui part dans le mur, quoi. Oui, oui, oui. Tout était. Enfin, en tout cas, on pouvait craindre que on en pâtisse
en termes de trafic, de position sur les mots-clés importants. On a été bien accompagné et on l'est toujours par Eskimos, qui est une agence bien connue. Et comme on a été bien accompagné, finalement, ça s'est bien passé. On n'a pas perdu de trafic. Alors le premier mois, hein, donc le mois de mars, évidemment, ça a été un peu compliqué. Mais en fait, on a vite, on a vite remonté en termes de position. 6 mois après, on n'a pas, sur certains mots-clés importants, on n'a pas encore retrouvé toutes les positions, mais globalement, on s'en sort plutôt pas mal. Et en termes de trafic, on est bien, parce qu'il y a aussi des mots-clés, des nouveaux mots-clés, où justement, ces 6 derniers mois, on s'est amélioré en termes de position. Et donc, ouais, en SEO, franchement, je dirais qu'on s'en est très bien sorti. Ok, ouais, mais en vrai, je pense que c'est un enjeu quand même qui est méga important parce que quand tu rentres dans des phases de refonte, et moi je recommande souvent justement aux personnes avec qui je bosse de se faire accompagner par des agences SEO Mm. parce que tu peux, même parfois en restant sur le même CMS, hein, donc passant d'une version 1 à 2 de PrestaShop, en l'occurrence 1.7, 1.8 qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. euh, le sujet qui est important derrière tout ça, c'est que tous ces changements peuvent avoir impacté genre drastiquement un canal qui est un canal de rentabilité majeur pour les Mm. e-com. Oui. Et souvent, les gens s'en rendent pas forcément compte. Et ils s'en rendent compte qu'après la bataille, en mode on a perdu toutes nos positions ou une partie de nos positions. Et en fait, ça peut emmener ton business dans le mur. Donc c'est quand même méga important d'être bien accompagné. C'est cool que vous ayez du coup une agence qui vous aide sur ça. Surtout qu'on avait l'enseignement de 2019. 2019, en fait, on était passé de PrestaShop 1.6 à 1.7 Mm. sans être accompagné par une agence. On avait perdu pas mal de positions. Vraiment, en termes de SEO, ça avait été. On avait perdu pas mal de trafic. Et donc, c'est a posteriori qu'on avait réagi en choisissant, en fait, plusieurs mois après la refonte, de se faire accompagner par Eskimos, justement, et qui nous avait bien aidé à remonter la pente. Mais si tu veux, en fait, ça avait pris des mois, enfin, des mois et des mois. Voilà. Donc on avait, en fait, ouais, on avait cet exemple et on savait il fallait vraiment se faire accompagner et bien se faire accompagner. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, en vrai, je pense que c'est un enjeu majeur. Et tu vois, nous, typiquement, notre SEO sur le site, il n'est pas dingo. On est en train de l'améliorer, hein, mais on n'est pas dingue. Mais on est en train de prendre vraiment des positions aussi. On s'est fait accompagner par une agence aussi sur notre refonte pour être sûr que, même au-delà de l'aspect dire on maintient nos positions, il y a un enjeu de comment on s'assure surtout que notre structure de maquettes, et nous on a fait un gros taf pour que les maquettes soient SEO friendly, pour notamment tout ce qui est maillage interne, etc. et faciliter ça. Enfin, bref, en vrai, chers auditeurs, c'est un sujet, si vous êtes sur des sujets de refonte, vraiment ne sous-estimez pas de faire intégrer une agence SEO. Nous, on les a même mis dans les maquettes. On a mis notre agence dans les maquettes. On leur a demandé d'aller analyser nos maquettes pour voir si c'était pertinent ou pas, tu vois. Et vraiment, ça fait beaucoup de sens. Je trouve que le sujet, il est intéressant du coup pour switcher sur un autre modèle. Parce que quand on s'est rencontrés, ça fait quoi, 2 ans maintenant? Quelque chose comme ça? Ouais, Quasiment. ouais, Un peu moins, un peut-être peu moins. 1 an et demi, un truc comme Ouais. ça. Vous aviez, comme pour beaucoup de e-commerce dans votre domaine, une approche très ROI de votre acquisition. Alors que vous êtes sur des secteurs où, en soi, vous avez quand même comment dire, une adhésion à la marque qui est assez forte par vos clients et où, en fait, tu as plutôt envie de faire découvrir ta marque souvent que de faire absolument de l'acquisition ROAS pure. Euh, Comment, justement, le fait de... Enfin, comment toi, tu as potentiellement un peu switché les indicateurs que tu regardais ces dernières années ou ces derniers mois, justement pour regarder peut-être des indicateurs qui étaient plus proches de la réalité de ton business? Ouais, en fait, c'est vrai que, comme tu dis, quand on s'est rencontrés, moi, sur le SIA, j'avais, enfin, mais pas que, en fait, j'avais une approche très, oui, très héroïste. Voilà, c'est-à-dire que pour chaque euro dépensé, fallait que ça me rapporte un minimum. Le problème, en fait, c'est que du coup, sur notre domaine, le SIA, on peut vite en fait se tromper en adoptant cette stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très vite faire du chiffre d'affaires, être rentable, mais en fait en dépensant beaucoup, en faisant du chiffre d'affaires en fait sur les mots-clés liés à la marque. Et donc aussi en faisant du chiffre d'affaires finalement sur des clients existants et finalement en ne faisant pas d'acquisition et en n'allant pas chercher des nouveaux clients. Et c'est ce que tu m'avais dit à l'époque.
Et pour nous, et c'est vrai qu'en plus, historiquement, enfin nous, de toute façon, on a on est très fort en fait sur enfin, les clients existants. On fidélise très bien. Les gens, en fait, comme tu dis, bah, ils adorent la marque. Euh, enfin, La raison pour laquelle tu es venu bosser chez Ast à la base, en fait, hein, typiquement. on a pas, ouais, c'est ça. On a plein de clients en fait qui adorent la marque. On a vraiment, alors, on a de la chance. On travaille aussi pour ça, pour qu'ils aiment en fait la marque. Mais voilà, c'était une vraie force. Et donc, bah, l'acquisition, ça a toujours aussi évidemment été un sujet, mais peut-être qu'en fait, à l'époque, j'étais un peu trop orienté. Genre, oui, acquisition, bien sûr, mais faut que ce soit rentable, faut que enfin, mon argent, l'argent que je dépense, il soit bien, enfin, il me rapporte. Et en fait, j'allais dire bien investi. Bah, justement, non. En fait, il n'était pas si bien investi que ça parce que tu m'as montré, toi, que en fait, en baissant le ROI euh, et en ayant des stratégies euh, plus fines où on allait se concentrer en fait sur l'acquisition de nouveaux clients, deux, beaucoup plus sur le hors marque, c'est-à-dire en fait j'arrête de dépenser de l'argent en fait pour du trafic que je pourrais très bien avoir de façon organique. Eh bien, ça allait être bénéfique pour mon business et que ça n'allait pas en fait dégrader mon business. Mais je pense que c'est un enjeu qui est assez intéressant. Alors, c'est vrai que nous, on en a parlé il y a 1 an et demi, mais c'est un sujet qui revient de manière assez récurrente où tu as, t'as des, comment dire, des e-commerce qui ont des business avec des fortes LTV Mm. ou des fortes récurrences d'achat Ouais. et qui, je pense, biberonnés aussi aux vidéos YouTube, au contenu LinkedIn, ont tendance à prendre le ROAS, mais peu importe, hein, Google, Facebook, tous les canaux Mm. d'acquisition confondus, à prendre le ROAS comme la métrique star qui doit être celle qui doit être optimisée. Mais souvent, ils mettent de côté la réalité justement de leur business qui est que eux, ils n'ont pas tant important, c'est pas tellement important pour eux de maîtriser le ROAS. En tout cas, leur ROAS premier achat, c'est plutôt d'aller chercher un ROAS sur LTV qui est pertinent ou Ouais. plutôt un CAC, donc un coût d'acquisition client. Et je trouve que pour le coup, je me souviens quand on en avait parlé au début, tu m'avais donné des objectifs des objectifs qui étaient pile dans ce que tu faisais sur de la marque. Et Oui. j'étais en mode, jamais en acquisition on fera ça, genre Ouais. soyons honnêtes, tu vois. Mais par contre, aujourd'hui, on a, avec 1 an et demi de recul, je trouve que ça peut être super intéressant d'avoir, de ton point de vue très analyse, on en a parlé un peu tout à l'heure, toi tu regardes plein d'indicateurs aujourd'hui. Euh, Bon, tu pas vois- qu'aujourd'hui, mais non, mais tu regardais beaucoup, mais aujourd'hui, tu regardes, tu me disais que tu regardais pas mal d'indicateurs où tu séparais bien ton acquisition, de ta ouais. rétention et de la progression des deux. Euh, c'est quoi justement, avec maintenant un recul d'1 an et demi, alors un peu plus, un peu moins, mais avec un recul allez, d'1 an sur des stratégies pure acquisition de nouveaux clients sur tes budgets pub et un travail sur ta rétention sur les autres outils. Aujourd'hui, c'est quoi l'évolution que tu vois? C'est un peu quel est le constat que tu fais justement sur ces stratégies pure acquisition hors ROS? Ben, en fait, on n'a jamais été aussi bon. Alors, on l'était déjà, mais cette année, 2024, on est excellent sur l'acquisition de nouveaux clients. Alors, parce que justement, en ayant des stratégies bien identifiées, bien ciblées de clients existants versus nouveaux clients, mais pas que du coup sur le SIA, hein, je veux dire sur l'ensemble des canaux, ça nous permet vraiment, et puis avec tout ce qu'on fait aussi sur l'offre, sur l'image de marque, et en fait, tout ça fait que ça nous a permis vraiment, en termes d'acquisition de nouveaux clients, cette année, en tout cas depuis le début de l'année, d'être très bon. Donc en fait, c'est pas grave, notamment nous dans notre domaine, d'avoir dégradé le ROS parce qu'au final, c'est bon pour le business, pour l'acquisition de nouveaux clients. Et in fine, tous ces indicateurs-là dont on parle, le ROS, tout ça, c'est un moyen,
mais c'est pas une finalité en fait. Enfin, si tu veux, la finalité, c'est finalement ton, tes clients, ton nombre de clients, ta capacité à fidéliser tes clients, ta capacité à en acquérir de nouveaux, ton chiffre d'affaires, finalement, l'évolution de ton chiffre d'affaires, ta marge. Tu vois, en fait, c'est ça qui est important. Moi, parfois, je vois parfois sur des Slack où je suis des gens qui se focalisent beaucoup sur certains indicateurs, genre sur des CPC, sur des CPM, qui, et je me dis, mais ça manque un peu de recul en fait. Enfin, finalement, ces indicateurs-là sont un moyen et pas une finalité. Tu vois. Je sais pas si parfois toi, tu as aussi cette impression que c'est parfois, enfin voilà, certains se focalisent trop sur certains indicateurs et ne prennent pas suffisamment de recul par rapport aux indicateurs, par rapport aux chiffres. Ouais, moi ce que j'observe sur l'agence et tous les e-commerce tu vois, qu'on interroge, c'est qu'il y a des gens qui ont très bien compris leur business et qui ont très bien posé leurs indicateurs. Mais beaucoup de gens, en fait, ont tendance à faire soit trop confiance aux plateformes publicitaires. Ouais. Et ça, tu es là, dans Google, tu as 100 ventes. Ouais. Dans Facebook, tu as 100 ventes. Sur le site, tu as 150 ventes. Et tu te dis, il y en a un qui m'a truandé dans l'histoire. Je sais pas lequel, tu vois. Ça, c'est compliqué, très honnêtement. Ouais, ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça. Shopify, c'est pas mal quand même aussi pour les Il y a un données. outil d'attribution dans Shopify qui est Ouais, et intégré. puis nous, on a un outil de business intelligence qu'on utilise, Byron, qui est pas mal. Et en fait, moi, c'est vrai qu'avec Shopify plus Byron, ça permet pas mal de choses sur l'analyse, et ça me permet aussi justement de suivre de près, notamment justement cette évolution, nouveaux clients, clients existants, évolution du chiffre d'affaires pour les nouveaux clients, pour les clients existants, panier moyen, enfin tout ça, enfin des choses classiques. Après, il faut faire des analyses un peu plus approfondies, parce que moi en fait j'adore ça, enfin, et de mon métier existant aussi, c'est mon premier métier, j'ai eu l'habitude aussi d'aller un peu explorer, si tu veux, la data. Donc voilà, mais oui, les plateformes, il faut s'en méfier. Je dis toujours, il y a des gros biais. En revanche, ce que je dis aussi toujours, c'est que le biais, il est constant. Donc c'est-à-dire que en gros, ce qui est compliqué en fait, c'est de comparer, si tu veux, par exemple, ce que te dit Meta, ce que te dit Google, à ce que te dit peut-être les données de Shopify. En revanche, tu peux très bien comparer au sein de Meta tes performances, par exemple, cette année-là versus l'année N-1. Ça, c'est pertinent. Et puisque le biais, il est constant. Et ça peut, en soi, te donner des enseignements. Voilà. C'est ce que je dis toujours. Ouais, non, mais je pense que tu as raison sur ça. Il faut, en fait, en gros, tu peux pas mélanger les torchons et les serviettes. Par contre, serviette à serviette, ça marche, tu vois. Donc, en gros, Voilà. vraiment, dans Google Ads, tu peux comparer Google Ads. Dans Facebook Ads, tu peux comparer Facebook Ads, etc., quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Et je dis encore Facebook Ads alors que c'est Meta Ads depuis au moins 2 ans. Je sais pas, j'arrive pas à m'y faire, hein, genre vraiment. Ouais, c'est. Écoute, oui, c'est méta, mais parfois on reste sur des À l'ancienne. Ouais. Mais toi, justement, aujourd'hui, quand tu fais ton analyse un peu de data, Ouais. j'imagine tes points un peu mensuels, tu as séparé du coup l'acquisition et la rétention client. Mm. C'est quoi les indicateurs que tu regardes pour chacune de ces deux catégories? Moi, j'en regarde plusieurs. Déjà, leur part, en fait, l'évolution en fait, du poids, de leur poids, en fait. Je regarde aussi l'évolution du chiffre d'affaires. Je regarde l'évolution du panier moyen. Je regarde l'évolution du nombre moyen de produits par commande. Je regarde après évidemment ce qu'ils achètent aussi, bien sûr, puisque je regarde aussi bien sûr après parce qu'il y a aussi la division online boutique. Donc pareil, l'évolution donc de tous ces indicateurs, par exemple pour les nouveaux clients, boutique, online. Puis après, je vais regarder aussi des évolutions en termes de genre, en termes de tranche d'âge, en termes de géographique. Enfin,
plein de choses. On Ok. peut aller loin. Hein. Ouais, j'avoue, tu vas quand même assez loin. Et comment tu arrives à tirer de cette data Ouais. vraiment des actions? Parce que je trouve que parfois, on a tendance à vouloir regarder beaucoup, beaucoup de data Mm. et c'est difficile de prendre des actions concrètes qui vont les améliorer. Comment tu t'assures que tu vois justement ce taf que tu fais sur la data derrière, il est transmis ou il est ouais, traduit en actions opérationnelles concrètes? Alors, déjà, là encore, comme je disais, sans doute que aussi mon expérience passée, ça aide à faire le tri et en fait, sur toute cette data, à distinguer ce qui est vraiment important. Tu vois, ce qui va pouvoir en fait être utilisé et ce qui est, entre guillemets, le mot, j'aime pas trop le mot, mais ce qui est actionnable. Et ensuite, le but, c'est de bien communiquer ça en fait aux différentes personnes dans l'entreprise. Et nous, si tu veux, en fait, on a un point en fait chaque semaine, un point chiffre en fait, c'est hyper important chez nous, chez Ast. Et donc c'est moi qui présente en fait ce point. Donc en fait, toute la data, elle est transmise dans toute l'entreprise. Et donc, les éléments importants sont transmis à toutes les équipes. Donc après, en fait, ça permet notamment, je ne sais pas, si on se dit, tiens, il y a une pièce, enfin un type de vêtement qui fonctionne. Ah tiens, ça, ça fonctionne moins bien, ça fonctionne... Enfin, ça, on sent que là, il y a quelque chose d'intéressant qu'on sous-exploite, et ben en fait, ça va être très vite, en fait, comme en plus on est une petite boîte, on est très agile, eh bien ça va pouvoir être mis en action. Que ce soit en fait des choses sur l'offre, que ce soit des choses en termes de ciblage publicitaire, que ce soit des choses, je sais pas, logistiques, que ce soit des éléments enfin, sur le site. Voilà, c'est tout. Enfin, en gros, on n'analyse pas la data juste pour faire des beaux rapports. Ça, c'est. Enfin, voilà, c'est pas comme ça chez nous. Ouais, ouais, tu vas quand même analyser chaque détail, t'es sûr que surtout derrière c'est actionnable et que tes équipes elles peuvent en avoir une utilité concrète. Est-ce que tu aurais un exemple par exemple d'un point que vous avez abordé la semaine dernière et ou le mois dernier et qui a conduit justement à des modifications concrètes parce que vous aviez analysé un indicateur qui était pas très pertinent? Alors, j'ai un point que je vais aborder la semaine prochaine, je pense là, parce que c'est exprès, sur le panier moyen. Et après, enfin, je vais pas tout dire là. Désolé, chers auditeurs, mais en tout cas, c'est sûr que ça va se transformer en action sur ce qui est le panier moyen, parce que là, j'ai des choses assez intéressantes que j'ai trouvées justement en fouillant un peu la data. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, potentiellement, là, tous ceux qui nous écoutent, bah, il y a des choses, ne serait-ce que sur le panier moyen, si ça se trouve, en fait, il y a des choses que vous ignorez. Et si vous allez fouiller un peu la data, bah, vous trouverez ce que j'appelle des insights exploitables. Ok. Et ce genre d'insight, c'est quoi? C'est quels sont les produits qui sont les plus contributeurs à ton panier moyen ou à ton acquisition? C'est quoi un peu les types de choses que tu regardes sur ça? Je regarde en fait aussi les évolutions. Je regarde donc quelle est l'évolution et puis évidemment je scinde selon boutique, online, nouveaux clients, clients existants. Je regarde aussi s'il y a des donc par exemple pour les boutiques nouveaux clients, j'ai regardé tu vois pour cette verticale là l'évolution dans le temps, puis je regarde aussi s'il y a des écarts. Est-ce que par exemple il y a 5 ans j'avais des écarts entre mes paniers moyens boutiques et mes paniers moyens online? Est-ce que avec le temps si il y avait des écarts, eh bien, ces écarts se sont réduits, ou alors inversement, enfin tu vois, plein de choses comme ça. Si écart il y a, pourquoi qu'est-ce qui fait qu'il y a ces écarts? Est-ce que bah, il y a des différentiels en fait de nombre moyen de produits euh, par commande, enfin nombre moyen de produits par commande selon les différents canaux? Est-ce que il y a des catégories plus chères qui fonctionnent mieux sur un certain canal versus l'autre? Enfin, en fait, plein de choses pour au final se dire, ok, si j'ai des écarts, alors c'est que c'est lié à ça et donc bah, pouvoir en fait agir. Ok. En vrai, c'est quand même intéressant. En fait, tu as quand même une approche très BI Ah bah, de tout ça. Non, mais là, j'adore. tu vois, franchement, moi, le nombre de rendez-vous que j'ai avec des e-commerce, tu leur demandes
Oui, du coup, le taux de conversion du site, il est de combien? Et les mecs qui sont pas capables de te répondre. Euh, Ça arrive plus souvent que ce que tu crois. Tu vois. Genre vraiment, d'ailleurs, chers auditeurs, hein, si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de répondre à cette question pour votre propre site, c'est que probablement vous n'êtes pas allé assez loin dans votre BI et que c'est important quand même de la maîtriser pour prendre des bonnes décisions d'optimisation, prendre des bonnes décisions aussi derrière de business, comme tu le disais, sur l'acquisition de nouveaux clients, sur les rentas, comment on est placé ou pas. C'est quand même un enjeu majeur. Ouais, c'est vrai. Écoute, Christophe, j'ai l'impression qu'on a abordé vachement de sujets. Est-ce que tu voulais nous partager peut-être d'autres éléments peut-être auxquels on n'aurait pas pensé et qui, toi, te tiennent particulièrement à cœur dans ton taf, justement, de responsable e-commerce au quotidien? Écoute, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. En fait, après, moi, j'ai la chance de faire aussi, enfin, de travailler pour un secteur que j'adore, hein, enfin, voilà, c'est vrai que les vêtements, c'est ma passion. Et donc, évidemment, tous les jours, en fait, tu fais un métier un métier un peu passion. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie chance. Alors, voilà, je souhaite à tous les auditeurs voilà, de pouvoir en faire autant. En tout cas, moi, vraiment, j'ai cette chance de travailler en fait pour une marque. D'abord, j'étais client, heureux client, fan de la marque. Et puis maintenant, je travaille pour cette marque. Évidemment, je suis toujours fan de la marque. Mais Voilà. encore plus d'ailleurs, Oui, bah potentiellement. oui, bah oui, parce qu'en oui, en plus maintenant, je connais les coulisses. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour les personnes qui souhaiteraient te contacter. Est-ce qu'elles peuvent le faire et c'est Oui, quoi le meilleur moyen? par mail en fait. Je Par pense que email? c'est ouais par mail. Donc, on contacte Ast et on dit à l'attention de Christophe et Ouais, bam, comme ça, tu reçois les emails. Trop bien. exactement. C'est transmis après. Eh Ouais. bah super. Merci beaucoup en tout cas. Et on vous laisse sur ça. Passez une bonne journée et à très bientôt. Salut. À bientôt. Salut.